Okay, Cindy, please, if you can go ahead. Merci et thank you. Et bonsoir à tout le monde et bienvenue dans l'école haïtienne sur la gouvernance de l'Internet et une 9e session qui concerne l'Internet et les droits humains. Et c'est moi et Glenn qui modérera cette séance. Et avec nous, on aura Raphaël Bélizer qui va nous parler de l'Internet et les droits humains. Donc, il peut aussi se focaliser sur les droits liés à l'Internet. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette séance, parce que normalement, l'Internet, comme dans la vie courante, on a des droits. Donc, avec l'Internet aussi, et de nouveaux droits s'imposent. Donc, merci déjà. Et je ne sais pas si Glenn a ajouté quelque chose, mais je pense que je vais tout de suite passer la parole à Raphaël Bélizer. Glenn, I do not think if you want to add something before Raphaël speaking. Sure. Welcome, everyone. And I apologize for not speaking French, but thank you both, Raphael and Cindy, for being on the call today. We're going to be recording this session and sharing with the rest of the students. This is an extremely important issue and becoming more and more important. There are sessions at IETF, sessions at ICANN, sessions at IGF on human rights in the internet. So we look very much forward to this session. So thank you for joining us today. Merci Glenn et Monsieur Raphaël Bélizer, vous avez la parole. Merci. Ok, merci Obed, merci Glenn de l'invitation et pour cette session sur l'Internet et les droits humains, les droits Internet également, et pour l'école virtuelle sur la gouvernance de l'Internet 2022, et comme on dirait en anglais, Virtual School of Internet Governance. Donc, moi, c'est Bélizer Raphaël. De formation, je suis éducateur et communication manager également. Donc, normalement, Bélizer Raphaël, j'ai un baccalauréat en sciences de l'éducation de l'Université adventiste d'Haïti. Mais cependant, mon parcours professionnel se trouve être à cheval entre l'éducation et la technologie. Voilà pourquoi je suis ici avec vous pour la présentation de ce module sur cette thématique. Donc, nous pouvons avancer. Et comme première image, je ne sais pas si vous pouvez le remarquer, il y a une voiture. Il y a une voiture au deuxième slide. Cette voiture, normalement, je l'avais mis intentionnellement pour vous montrer quelque chose. Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est une voiture luxueuse, comme on pourrait dire. Et j'avais représenté cette voiture, j'avais considéré cette voiture comme l'Internet, comme ce que pourrait représenter l'Internet. Donc, l'Internet, c'est quelque chose de très important, un outil que l'on utilise au quotidien qui sert normalement dans plusieurs domaines. Mais comme cette voiture, vous pouvez le remarquer également, et cette voiture ne pourrait se déplacer s'il n'y a pas de roues. Et les roues de cette voiture, normalement, représentent ce que les droits sont à l'Internet. Donc, l'Internet est un outil, certes, très important, utile. Cependant, sans les droits, il serait extrêmement difficile de pouvoir avancer vers un développement, vers la croissance que
normalement facilite l'Internet. Donc aujourd'hui, dans notre agenda, et à titre de plan de la présentation, nous allons voir premièrement une tentative définitionnelle des droits humains. Nous allons voir, et deuxièmement, et au troisième slide, nous allons voir l'Internet et les droits humains. Nous allons voir des documents et textes importants en rapport avec les droits, l'Internet. Nous allons voir également quelques dates et événements importants. Nous allons voir quelles initiatives. Normalement, j'avais prévu de vous poser cette question. Donc, je prévois de vous poser cette question pour vous dire quelle initiative pensez-vous qu'on pourrait justement entreprendre pour soutenir les droits liés à l'Internet, et ce sera la conclusion. Donc, so Glenn, you can move to the fourth slide. Fourth slide. Yeah. Is that okay? Quelle est la tentative? Yes, fourth. Next, Glenn. Donc, la tentative. The next. Do you want me to go to the next slide? Yes. Yes. Okay. Donc, comme tentative définitionnelle des droits humains, et le Conseil de l'Europe considère les droits de l'homme comme une sorte d'armure qui protège les humains, qui protège les gens. Donc, ce sont aussi des règles qui disent comment on pourrait, comment on devrait, comment on doit obligatoirement se comporter. Et enfin, ces droits humains sont également des juges auxquels on pourrait bien faire appel. Donc, ils sont abstraits, tout comme les émotions. Et comme les émotions, ils appartiennent à tous et existent quoi qu'il arrive. Donc, ça, c'est une première tentative de définition des droits humains que nous présente le Conseil de l'Europe. Mais de notre côté également, il se trouve qu'il y a une deuxième définition que l'on pourrait considérer dans cette tentative définitionnelle, et c'est des Nations Unies, qui dit les droits humains sont des droits inaliénables. Donc, normalement, nous allons revenir sur cette expression inaliénable, mais en attendant, nous allons avancer. Donc, les droits humains sont des droits inaliénables de tous les êtres humains, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion ou de toute autre situation. Donc, les droits humains incluent le droit à la vie et à la liberté. Donc, ces deux slides, c'est comme pour vous montrer l'importance justement des droits humains et idéalement ce que ces droits-là peuvent normalement représenter. Et il y a deux valeurs clés. Next slide, please. Next slide, again. Il y a deux valeurs clés qui constituent le fondement de l'idée des droits de l'homme. C'est-à-dire, la première est celle de la dignité humaine et la deuxième est celle de l'égalité. Dignité humaine, je l'ai souligné également, et égalité. Nous allons en parler juste après. Ainsi, d'une certaine façon,
Les droits de l'homme définissent ces normes sans lesquelles une vie ne serait pas digne. Et leur universalité découle justement du fait que, à cet égard, tous les humains sont égaux. Et quelque part, nous allons voir ça. Et revenons justement au terme que nous avons justement utilisé dans la deuxième définition des droits humains, à savoir les expressions inaliénables, universelles, sans discrimination et également interdépendants. Les droits humains sont inaliénables, c'est-à-dire ces droits, on ne peut pas y faire ça. Et obligatoirement, on doit expressément, on doit forcément considérer ces droits-là pour que justement l'homme, pour que justement l'humain, pour que nous, citoyens de cette planète, nous puissions vivre en harmonie. Universel en ce sens que ces droits-là ne se limitent pas à une frontière quelconque, à un pays quelconque. Ces droits sont pour tous les humains et sont universels. Sans discrimination, comme nous l'avons vu, il n'y a pas de discrimination de race, de sexe, de genre et de couleur et de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion ou de quelque autre situation. Donc, c'est sans discrimination et également interdépendant en ce sens que les droits, ces droits-là sont généralement liés entre eux et parfois, vous allez le remarquer également, et ne pas respecter un de ces droits pourrait bien avoir des répercussions sur d'autres droits que nous pourrions bien croire et être acquis. Donc, ce sont ces éléments-là que j'avais voulu considérer bien avant de continuer. Next slide, please. Okay. Next slide. Maintenant, réfléchissons un peu sur ce concept que je mets en gras et en gros plan d'ailleurs, qui est ce terme, cette expression, l'handicap. Et normalement, qu'est-ce que cela pourrait bien vouloir dire et quel sens est-ce que vous donnez à ce terme-là et quelle est également sa définition? Nous allons voir ça et je vais vous dire également pourquoi est-ce que j'ai considéré ce terme dans le cadre justement d'une présentation concernant l'Internet et également lié aux droits humains. Next slide, please. Okay. Voyons comment. Next slide, please. Okay. Yes, thank you. Voyons comment, de manière générale, on considère le terme handicap. Le terme handicap désigne l'incapacité d'une personne à vivre et à agir dans son environnement en raison de déficiences physiques, mentales ou sensorielles. Et cela se traduit également, et la plupart du temps, par des difficultés d'expression ou de compréhension chez la personne atteinte. Donc, le problème maintenant que traversent certains pays comme des pays de la Caraïbe ou des pays comme Haïti ou de certains pays où il y a des shutdowns. Et donc, ces pays-là, la coupure de l'Internet, c'est une atteinte justement
à leurs droits. Donc, et voyons dans cette définition générale du terme handicap, cela ne se limite pas seulement à quelqu'un qui a une déficience physique, mentale ou sensorielle, mais également le fait de ne pas pouvoir se déplacer, de ne pas pouvoir s'exprimer normalement, de ne pas pouvoir acquérir des informations. Et donc, cela également peut se constituer en handicap. Donc, voilà pourquoi est-ce que j'ai considéré ce terme. C'est pour vous montrer que alors que normalement, les personnes vivant avec physique et mentale, et également, il y a des droits qui fait la promotion, on fait également aujourd'hui la promotion de ces droits-là pour ces personnes-là, mais également l'accessibilité à l'Internet, c'est tout un droit et il est prépondérant aujourd'hui que nous considérions le fait de ne pas pouvoir accéder justement à une bonne connexion Internet ou que nous ne pourrions pas acquérir des informations en temps voulu, que ce soit justement un handicap. Et là maintenant, à titre d'historicité, on nous dit que c'est à partir de 1980 que le terme handicap également fut associé aux individus en incapacité de pouvoir assurer un rôle et une vie sociale et normale et au fait d'une déficience. Donc, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a ajouté l'aspect social en ce sens que cela permet de prendre en compte des facteurs et les facteurs environnementaux. Donc, ce qui crée la situation d'handicap, selon information handicap, ce qui crée la situation d'handicap, finalement, c'est un environnement inadapté, mais pas la déficience elle-même. Donc, le fait de vivre dans une communauté n'ayant pas accès à l'Internet, c'est déjà une atteinte à vos droits et également, et de surcroît, c'est comme pour vous dire que peut-être que vous êtes handicapé. Vous n'êtes pas handicapé de membre, vous n'avez pas une déficience physique, mais quelque part, on peut considérer que vous avez une déficience quand même, et puisque de toute façon, il y a une atteinte à votre droit à l'accessibilité à l'Internet, il y a une atteinte à votre droit à avoir votre opinion, il y a une atteinte à votre droit de vous exprimer normalement, il y a une atteinte à votre droit de vous réunir, il y a une atteinte à votre droit également d'étudier, d'apprendre, il y a une atteinte à votre droit de justement avoir de l'information. Donc, voilà pourquoi j'ai considéré à titre d'exemple quelques droits, le droit à l'éducation, le droit au logement, le droit à la liberté de réunion, le droit à la liberté d'expression, le droit à la santé. Next slide, please. Donc, que nous dit l'Internet Society? L'Internet Society nous dit que dans son rapport, dans son fiche et sur les politiques publiques, l'Internet Society nous dit que l'Internet est un puissant facilitateur des droits de l'homme. Donc, et comme moyen de communication que représente celui-ci, les libertés favorisées par l'Internet et pour exprimer des idées, pour se connecter, pour s'associer aux autres, et pour exercer la créativité, pour innover. Et ces libertés-là sont des éléments essentiels de l'autonomie et de la dignité personnelle, ainsi que des droits de l'homme élémentaires. Donc, c'est suffisamment clair pour vous dire que l'Internet, c'est tout un droit et justement, en parlant de interdépendance de certains droits,
pour vous montrer que ne pas avoir de l'Internet va avoir un impact direct sur beaucoup d'autres droits que justement nous devrions avoir. L'accès, next, please. L'accès à l'Internet facilite la liberté d'expression, comme nous pouvons le remarquer, la liberté d'association. Il permet le partage du savoir, c'est-à-dire partager ce que vous connaissez et également apprendre, et l'apprentissage, la collaboration, et c'est un moteur puissant pour le développement économique et social. Parce que là, maintenant, vous savez que avec l'avènement du COVID-19, il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'institutions qui ont fait leurs activités en ligne. Nous avions eu beaucoup de personnes à travailler à distance, ce que l'on appelle télétravail. Et nous avons eu des étudiants également qui ont fait leurs études en ligne. Et quoique les études en ligne, c'était déjà là bien avant le COVID-19, mais le COVID, en fait, a accéléré ce processus vers l'utilisation accrue de l'Internet pour accéder à beaucoup plus de services que ce que nous faisions bien avant. Donc, nous pouvons voir également la liberté d'expression qui est intimement liée à la liberté d'association, et en ce sens que ces deux jouent un rôle prépondérant et dans la garantie d'une démocratie stable ainsi que les droits humains. Donc, l'accès est fondamental pour exercer les droits à la liberté d'opinion et également le droit à l'association, le droit d'association. Next slide. Donc, quel défi ces droits-là, les droits à l'Internet, quel défi ces droits-là nous présentent? Nous avons, par exemple, les droits à la propriété intellectuelle. Nous allons en parler. Et les renseignements personnels et également les outils de surveillance à l'infrastructure du réseau. Donc, ce sont des défis qui généralement qui ont fait couler beaucoup d'encre, et des défis que nous faisions face et que normalement qui peuvent être également très liés à ce que nous avons comme droit. Donc, nous avons des documents et des textes importants qui justement vont garantir ce que nous appelons aujourd'hui droits humains. Et c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a également la Convention relative aux droits de l'enfant. Il y a la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, etc. Donc, ces documents-là, pourquoi est-ce que j'ai considéré ces documents-là? C'est parce que justement, il vous faut savoir que ces droits-là que nous jouissons aujourd'hui n'ont pas toujours été là et bien présents, mais ce sont les fruits justement d'une longue et acharnée bataille parfois pour pouvoir acquérir ces droits, puisque de toute façon, il n'a pas toujours été ainsi que tout le monde puisse justement faire ce qu'ils veulent, mais il y a certains droits qui donnent accès à justement des services, qui donnent accès à des libertés. Next slide, please. Considérons également des dates et événements importants et que nous pourrions considérer. Next slide, please.
En 1789, nous avions eu, avec justement le travail des Lumières au XVIIIe siècle, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et en France. Nous avions eu ça, c'est-à-dire c'est quelque part et le fruit du travail et des Lumières, Jean-Jacques Rousseau et bien d'autres auteurs de cette période-là qui justement, et cette révolution a eu pour effet et la Révolution française qui a abouti justement à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. J'ai considéré également 1804, et je vais vous dire pourquoi 1804 et proclamation de l'indépendance d'Haïti. C'est parce que, et à cette époque-là, vous le saviez, on ne peut pas s'en défaire d'ailleurs, et qui avait également au niveau mondial des pratiques d'esclavage. Donc, et Haïti, l'indépendance d'Haïti a eu justement l'effet qui va donner naissance à l'adoption en 1948 et à l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque à cette époque-là, c'est-à-dire vers 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et justement, ne considérait pas les Noirs, ne considérait pas justement les Haïtiens d'ailleurs, ne considérait pas tous les Noirs du monde et certains qui étaient en esclavage, ne les considéraient pas comme étant justement comme étant détenteur également de ces droits-là que l'on avait publiés en 1789 et des déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Donc, l'indépendance d'Haïti a eu justement un effet qui justement a débouché sur l'adoption de la Déclaration universelle et des droits de l'homme. Mais ensuite, également vers 1966, nous avions eu le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Nous avions eu la signature du pacte international relatif également aux droits économiques, sociaux et culturels. Et en dernier lieu, et il n'y a pas que ces dates-là, mais nous avons considéré ces dates. Et en dernier lieu, il y a 1993 avec la déclaration et programme d'action de Vienne qui justement aujourd'hui nous donne accès à beaucoup de lois que nous pourrions considérer comme étant éléments très importants qui nous garantissent certains droits aujourd'hui. Donc, là maintenant, autre chose que nous allons justement considérer dans certains pays, le respect des droits des personnes, c'est extrêmement important, comme en Europe d'ailleurs, il y a les lois informatiques et liberté, et il y a limitation de la conservation d'informations, le fait que certaines institutions doivent s'abstenir de conserver des informations au-delà de la période nécessaire. Il y a également la mise en œuvre du traitement, il y a la sécurisation des informations, comme en France d'ailleurs, il y a justement toute une série d'institutions qui sont là pour veiller à ce que justement les droits des personnes, les droits des consommateurs, les droits des créateurs ne soient pas lésés, et que tout le monde puisse justement utiliser l'Internet à son plein potentiel. Next slide, please. Donc,
et certaines choses que nous pourrions considérer comme la netiquette, comme des choses qui soutiennent vraiment certains droits que nous avions tout en utilisant l'Internet et qui sont la netiquette qui est une sorte de charte et un ensemble de règles et de bonne conduite et de politesse et qui réglemente l'utilisation de l'Internet, des outils technologiques qui servent à la communication. Il y a les chartes du comportement à adopter en ligne. Il y a les lois sur les droits d'auteur que nous pourrions également appeler lois en rapport avec la propriété intellectuelle. Il y a le code pénal de certains pays qui justement se présentent comme des éléments qui soutiennent des droits que nous avons en utilisant l'Internet, des droits que nous avons en tant qu'humains, puisque là maintenant, il y a, avec l'avènement de l'Internet, il y a certains droits que nous avons et qui justement sont quasi exclusivement liés à l'utilisation de l'Internet. Quoique, il y a certains droits. Ces droits humains sont généralement des idéaux, un idéal en ce sens que c'est quelque chose qu'on vise à atteindre, et il y a également de l'autre côté les droits des pays qui réglementent justement l'utilisation de l'Internet. Donc, les citoyens de tous les pays utilisant l'Internet ils doivent justement s'accorder à un ensemble ou bien un minimum de principes régissant ces institutions-là. Voilà pourquoi il y a des institutions en Europe et dans la région asiatique, des institutions nord-américaines également qui très souvent présentent et des textes de loi, des conventions qui puissent régir l'utilisation de l'Internet, mais également garantir le droit de tous. Comme il y a par exemple le droit à la vie privée et à l'image, il y a le droit à l'oubli, il y a l'atteinte au secret de la correspondance privée. Comme le droit à la vie privée, vous pouvez le savoir. Donc, il faut s'assurer que toutes les informations qui peuvent mener à une personne, à l'adresse physique d'une personne, ou bien qui peuvent mener à identifier une personne physiquement, qui peuvent mener à identifier la maison de cette personne ou des informations liées à sa religion, à ses croyances, donc peuvent être considérées également comme étant des droits liés à la vie privée, à l'oubli, en ce sens que on peut, en utilisant l'Internet, ou bien dire quelque chose aujourd'hui et s'en repentir, et peut-être 1 an ou bien 2 ans après. Donc, il y a de ces droits-là qui vous permettent justement, et quand vous dites quelque chose de bonne foi, et vous pouvez, qui donne accès à ce que l'on ne vous prenne pas pour cible juste après, que vous n'ayez pas à payer pour un propos que vous auriez dit il y a de cela 10 ans. Donc, vous pouvez dans ce cas faire appel aux droits et à l'oubli. Il y a les droits qui justement réglementent les correspondances, les droits à la correspondance privée, en ce sens que, vous le savez, il est interdit de nuire à autrui, il est interdit de diffuser des images à caractère pédophile, il est interdit selon le code pénal de certains pays, de partager des contenus violents.
il est interdit, par exemple, de provoquer des personnes, justement. Il est interdit, par exemple, de détourner des correspondances et arriver ou non à destination qui ne soit pas adressée à vous, donc qui est adressée à une personne tierce. Et que, donc, si on prend connaissance frauduleusement de ces informations-là, c'est justement une atteinte au secret de la correspondance privée. Parce que si là maintenant quelque chose ne vous est pas adressé, que vous ayez de façon frauduleuse et fait des manières où à ce que vous ayez la possibilité de prendre connaissance de cette information-là. Donc, c'est une atteinte au secret de la correspondance privée et c'est puni, c'est justement puni par la loi. Et ces lois-là des codes pénals, ils ne se limitent pas uniquement à la correspondance physique comme des lettres, des textes comme ça, mais c'est également cela s'étend jusqu'aux correspondances émises par voie de télécommunication. Donc, c'est extrêmement important de connaître les droits, de connaître également des textes de loi qui supportent ces droits-là, qui nous dit quoi faire également, parce que il est vrai que le code pénal de tous les pays n'est pas le même, mais il y a certaines conventions, il y a certains textes internationaux qui justement donnent les grandes lignes et qu'on pourrait bien considérer pour pouvoir justement avancer pour garantir ces droits-là. Donc, tout en utilisant l'Internet, l'Internet a donné naissance à d'autres droits. Et donc, il y a certains droits qui s'appliquent hors ligne, offline, et d'autres peuvent s'appliquer en ligne ou peuvent s'appliquer sur tout ce qui a rapport avec les outils de formation et de communication. Donc, il est extrêmement important à ce que nous puissions réfléchir à cela pour voir en quelque sorte quelles sont les initiatives que nous pourrions justement entreprendre aujourd'hui pour soutenir ces droits humains qui sont intimement liés à l'Internet, puisque, et rappelons-le, l'Internet, c'est un outil puissant qui puisse favoriser le développement d'une communauté, le développement d'un pays, la croissance sociale, la croissance économique qui nous permet de communiquer, qui donne accès, par exemple, au droit à la santé, en ce sens qu'aujourd'hui, on utilise l'Internet pour effectuer des opérations chirurgicales, pour faire des suivis médicaux, pour informer la police, pour informer les pompiers, pour informer les hôpitaux, les ambulanciers. Donc, tout ça, et l'Internet, justement, soutient des droits à la santé. Donc, tous ces droits-là sont très liés, justement, à l'Internet, puisque l'Internet aujourd'hui est justement s'imbrique dans tout ce que nous faisons, et que ce soit des opérations économiques, que ce soit des activités sociales, que ce soit des activités en rapport à l'éducation, à la santé, à l'association ou de quoi que ce soit d'autre. Donc, il est important à ce que nous puissions considérer tous ces aspects-là afin que nous puissions avancer. Donc, ma question pour vous, peut-être que dans le chat ou dans les discussions ultérieures que nous allons avoir, et vous pourriez me répondre à cette question-là. Quelles initiatives est-ce que vous pensez qui peuvent soutenir les droits liés à
à l'Internet. Et comme je l'avais considéré au tout début de ma présentation, cette voiture-là que nous voyons, cette voiture luxueuse, est peut-être considérée comme l'Internet, mais les doigts humains, ces doigts-là que nous avons sont comme les roues. Donc, c'est-à-dire en dehors de ces roues-là, la voiture ne peut pas se déplacer et aller nulle part. Donc, nous n'allons pas avoir le développement souhaité des pays, le développement économique. Nous n'allons pas avoir l'Internet comme levier à la croissance économique, au développement social, si justement nous ne considérons pas les droits tels qu'ils sont, si nous ne considérons pas les droits comme élément extrêmement important dans l'utilisation ou même dans la réglementation de l'Internet. Donc, je m'arrête ici. Je vous remercie. Encore, je remercie Obed. Je remercie Glenn de l'invitation dans le cadre de cette présentation pour l'école virtuelle sur la gouvernance de l'Internet pour l'année 2022. Et je vous remercie. Et maintenant, vous pouvez par exemple me joindre sur Twitter pour ceux qui voudront bien se connecter avec moi. Et peut-être que nous pourrions échanger beaucoup plus ou dans une discussion ultérieure, voire en quelque sorte explorer d'autres sujets, d'autres thématiques en rapport avec l'Internet, en rapport avec les droits, en rapport avec la gouvernance de l'Internet, puisque c'est un sujet qui m'intéresse, qui me passionne. Et je crois également que votre participation à l'école et sur la gouvernance de l'Internet démontre votre intérêt justement à participer, à faire et à promouvoir justement la gouvernance de l'Internet. Donc, je vous remercie. Je remercie encore Glenn et Sandy pour l'invitation. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci. Thank you, Glenn. Okay. D'accord, merci Raphaël. Et je pense que c'est une présentation très intéressante. Et avant d'aller, j'aimerais quand même poser une question. Et je ne sais pas si vous êtes disposé à répondre à cette question. Je suis prêt. Oui. Et la question, c'est, en fait, on sait qu'il y a un vide parfois dans les pays en développement et par rapport aux évolutions ou à l'évolution de l'Internet et aux évolutions des nouvelles technologies. Et maintenant, on parle spécifiquement des droits numériques. Donc, comment pensez-vous des droits humains liés à l'Internet ou des droits numériques, etc. Donc, comment pensez-vous qu'on peut intégrer de manière très efficace et ces droits dans un pays ou à l'échelle nationale. Donc, lorsque je dis intégrer, c'est dans le sens que ces droits soient pris en compte dans les décisions politiques donc c'est ça. Okay. Et quelle institution implique? Merci. Ok, donc merci et Sandy pour la question. En fait, pendant que vous posiez la question, je pensais aux droits des consommateurs, par exemple, ou encore aujourd'hui, nous avions un Internet et Web 3.0 où il est question maintenant d'intelligence artificielle, il est question de technologie quantique, il est question de l'informatique de pointe. Donc là maintenant, justement,
dans des pays en développement qui se trouvent être généralement en retard par rapport à certaines choses, et en particulier et à certains droits ou encore des textes de loi qui supporteraient le développement en cours dans le monde. Il est important pour les parties prenantes, parce que là maintenant nous sommes en gouvernance de l'Internet, il est important de considérer la participation des parties prenantes comme la communauté technique d'abord, et la communauté académique, et la communauté de la société civile en particulier, et encore, et beaucoup plus encore, les gouvernements. En ce sens que généralement, ces gouvernements-là se trouvent être en retard, mais la société civile, la communauté académique et la communauté technique peuvent soutenir ou encore accélérer ce processus de création de textes, de lois qui supporteraient l'avènement des technologies, qui supporterait l'utilisation des technologies dans ces pays en développement. Comme par exemple, il peut y avoir la création, je ne sais pas, d'associations ou bien l'utilisation des organisations, bien des institutions qui veillent aux droits des consommateurs, mais également les citoyens, les consommateurs eux-mêmes, c'est-à-dire des personnes issues de la société civile, peuvent s'organiser pour proposer des textes, tout comme que la communauté technique également doit veiller à ce que ces textes répondent justement aux exigences techniques qui s'imposent. Et également, les gouvernements également devront boiter le pas pour avancer avec ces propositions-là que feront les communautés académiques, techniques et société civile. Parce que c'est vrai que ces gouvernements-là, généralement, ont beaucoup à dire quand il s'agit de communication, d'information, de stockage de données, etc. Mais également, la société civile, les consommateurs également ont leur mot à dire. Et parfois, justement, le fait que les gouvernements ralentissent le processus, ou encore le fait qu'il n'y ait pas de structure ou bien d'infrastructure adéquate pour supporter le développement de l'Internet dans certains pays, cela également fait que les personnes sont souvent ne se focalisent pas sur le développement des textes, alors que les textes devraient être là avant même les développements et s'adapter en chemin. Donc, c'est extrêmement important aujourd'hui que la société civile s'organise en association, en organisation pour supporter les droits des consommateurs, les droits à la propriété intellectuelle, les droits d'auteur, d'autres droits à l'opinion, droits à la liberté d'expression, pour justement encourager la création de textes de loi et de stratégies je ne sais pas, de cybersécurité ou bien de gestion de données qui puissent supporter le développement social, parce que si une partie prenante ne fait pas son travail, et les autres personnes ne peuvent pas se caler là comme ça et regarder la situation s'avancer sans prendre les rênes. Donc, il faudra quand même que quelqu'un, quelque part, ou une institution, ou une des parties prenantes prenne l'initiative, prenne le leadership des choses pour présenter quelque chose, pour proposer quelque chose. Donc, c'est ça ma réponse.
Merci beaucoup pour la réponse, Raphaël. C'était très intéressant, comme je viens de le dire, c'était une excellente présentation. Donc maintenant, je pense qu'on va clore, donc on va terminer. Et je ne sais pas si Glenn voulait ajouter quelque chose, je vais te dire ça. Et Glenn, do you want to add something before before the end of the meeting? Glenn, you are mute, Glenn. Okay, I apologize. I muted because there was noise in my house. Yeah, I appreciate all the work you did, and I think it's a very critical piece for students to realize that, you know, the internet is not separate from the rights that exist in the physical world, and it's basically, you can't get away with things. A couple of years ago, there was a woman really trying to get justice on something called revenge porn, where she was a victim of her ex-boyfriend putting online her nude pictures. And it took a long time for the legal system to actually give her justice. So do you think human rights is more difficult within the internet space, or it just, like anything else, it just takes time? Yes, I understand. Yeah, there's many cases in developing country like that. So our judicial system must be updated on some cases, some new case with that include social media or something in the web. This is very, very important. Yes. Thank you. Great. Thank you. Thank you again for your time, and we apologize for the lateness of start today, but thank you again, Cindy, as well, for all the great comments, and the recording will be shared on the playlist for students who couldn't make the session today. So again, thank you both for the session today, and that concludes the call today. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. And hope you. Okay. Thank you.